Super, et ben, bonjour à tous et puis bienvenue donc, dans ce troisième webinaire thématique Fabacé. Et puis pour cette présentation, donc, je suis accompagnée de Jeanne Lichou du GIE Élevage Bretagne. Ouais, donc bonjour à tous. En effet, je travaille au GIE Élevage de Bretagne et donc on a des actions, en tout cas on anime des actions sur les économies d'énergie, notamment dans le bloc traite. Hop, voilà, et donc juste pour information, comme vous avez dû l'entendre au début, mais cette présentation elle est enregistrée et du coup vous aurez le replay du webinaire et le support de présentation qui seront mis en ligne sur la plateforme Fabacé par la suite. Hop, on va passer à la présentation du programme. Donc, dans un premier temps, on va faire un panorama général des consommations d'énergie. Ensuite, on fera un zoom sur les principaux postes énergivores. Et ensuite, le cœur de la présentation, ça sera les différents leviers d'action qu'on peut mettre en place. Et enfin, vous aurez à la fin un temps d'échange et de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout le long de la présentation à poser vos questions dans le chat. Et puis, on reviendra dessus à la fin. Vous pourrez aussi, comme on n'est pas très nombreux, vous pourrez aussi prendre la main pour poser les questions. Donc, ici, je vous présente un graphique de la répartition donc, des différents postes de consommation d'énergie donc, pour les élevages laitiers. Et en fait, on constate que l'électricité, c'est un des principaux postes de consommation. Donc, ça représente 22 à 51% des consommations d'énergie d'un élevage laitier. Et dans le cas des élevages caprins fromagers, vous pouvez voir que c'est même le premier poste de consommation. Et l'électricité, en fait, elle est centrale du coup dans le processus de production des élevages laitiers. Si maintenant on regarde l'évolution des coûts de l'électricité depuis 2007, on constate qu'elle est en constante augmentation. Donc cette augmentation, on voit qu'elle s'accélère depuis 2022 avec une hausse d'environ 38% entre 2022 et 2024. Et donc plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse. C'est d'abord une hausse de la demande, une augmentation des prix du gaz. On a aussi une faible disponibilité des parcs nucléaires français, donc qui explique cette hausse. Et si on prend l'exemple d'une ferme bovin-lait, donc qui consomme en moyenne, comme on l'a vu avant, 59 kWh pour 1000 litres de lait. Ben, par exemple, en 2020, la facture s'élevait à 8,85 € de 1000 litres de lait contre 11,21 € actuellement en 2025. Et donc cette hausse, ben, elle tend pas à s'inverser puisqu'en fait, d'après l'Union fédérale des consommateurs, le prix de l'électricité serait amené à augmenter d'environ 30% tous les 5 ans. Donc en 2040, on arriverait à une augmentation de pratiquement 100%. Donc finalement, avec tout ça, on comprend qu'il est essentiel de chercher à comprendre ses consommations pour mieux les maîtriser et puis surtout pour réduire sa facture. Et donc finalement, quels sont les principaux postes énergivores en électricité? Donc en élevage laitier, le bloc traite, c'est le premier poste de consommation d'électricité. Donc ça représente environ en moyenne 85% de la consommation totale de l'atelier lait. Et puis ce niveau, il peut varier d'un élevage à l'autre en fonction du type d'équipement ou du bloc traite. Et du coup, dans la plupart des situations, l'essentiel des consommations, il va reposer donc pour une grande partie sur le tank à lait, donc qui refroidit et stocke le lait. Et on verra que sa consommation peut fortement varier en fonction de l'aménagement de la laiterie. En deuxième position, avec une consommation assez conséquente, c'est le chauffe-eau qui permet donc la production d'eau chaude pour le nettoyage des installations de traite. Lui, sa consommation dépend essentiellement des pratiques de nettoyage, donc quelle quantité d'eau on consomme, mais aussi du type de chauffe-eau employé, si c'est industriel ou domestique, si c'est de son dimensionnement, son emplacement, son isolation ou encore même son âge et son entretien. Ensuite, parmi les postes de consommation, on a la pompe à vide qui représente quand même 15% et qui permet de faire fonctionner la machine à traire. Et dans autres, on va comprendre tout ce qui est l'éclairage, le nettoyage, la pompe à eau, la pompe à lait, etc. Et puis ici, je vous ai fait un zoom dans le cas particulier des élevages avec robot de traite, puisque dans le cas de ces élevages, généralement, le robot, c'est le premier poste de consommation. Donc ici, on est à environ 37%. Et généralement, quand on a des élevages avec robot de traite, on a une augmentation de plus 10 à plus 15 kWh pour 1000 litres de lait. Hop, donc maintenant, on va s'atteler au levier d'action donc pour chercher à réduire ces consommations. Juste par souci de simplification et de clarté dans la présentation, on n'entrera pas dans le détail technique de chacun des leviers, mais du coup, en fin de présentation, vous verrez, je vous ai mis différentes ressources, que ce soit des ressources bibliographiques ou même des contacts d'experts, si vous souhaitez creuser certains sujets.
Et aussi pour tous les leviers là qu'on va vous présenter, il y a des estimations de réduction de consommation d'énergie et des taux de retour sur investissement qui ont été calculés, mais ces calculs ont été faits sur des références en bovin lait, donc surtout grâce à des études menées par l'IDEL. Donc voilà, ces leviers, ils restent transposables aux autres productions caprines et ovines, c'est juste qu'on n'a pas de données chiffrées. Et puis avant de partir sur la présentation des leviers, donc je vous présente ici un tableau récapitulatif des leviers qui ont jusqu'à présent, donc jusqu'à date, sélectionnés par quelques-uns de nos animateurs du programme. Et donc on voit dans le top 3, donc on a l'entretien du condenseur, le chauffe-eau solaire et le pré-refroidisseur qui sont parmi donc les plus sélectionnés et qui représentent des gains de 1,5 à 3,5% dans la part totale des économies d'énergie du programme. Voilà, et donc ce tableau est susceptible d'évoluer forcément avec les prochains plans d'action qui seront diffusés. Donc mieux connaître ses consommations. Donc en fait, avant de s'atteler à repenser son bloc traite et acheter ses équipements, il faut avant tout essayer de mieux comprendre ses consommations et détecter les postes les plus consommateurs ou du moins au fonctionnement anormaux. Et donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est de mettre en place des sous-compteurs, donc qui permettront d'enregistrer la consommation électrique de différents appareils. Alors là, l'idée, c'est pas de chercher à tout mesurer, mais uniquement de mesurer les postes qui sont réellement énergivores et là où on peut optimiser la consommation. C'est par exemple le cas du tank à lait, en le mettant sur l'alimentation du groupe froid, voire du tank. On peut également mettre sur la pompe à vide ou encore sur le ballon d'eau chaude. Et c'est un équipement qui, a priori, est éligible dans l'enveloppe Fabacé sous réserve d'être en mesure de prouver un intérêt pour réduire les consommations d'électricité. Et là, juste pour vous préciser, en fait, pour chaque levier, on essaye d'indiquer, voilà, si la dépense, elle est éligible ou non, mais en fait, ça reste sous réserve que ça soit cohérent avec le projet d'économie d'énergie et aussi, ça va dépendre de la part que représente la dépense dans le budget prévisionnel. Donc voilà, on l'a quand même précisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux connaître ses consommations? C'est tout simplement d'être attentif au comportement des appareils. Donc, par exemple, examiner la température extérieure du ballon d'eau chaude, qui est un indicateur de son isolation. On peut aussi regarder l'évolution de la température du lait dans le tank, observer la durée de fonctionnement du tank. Par exemple, si le tank fonctionne plus de 30 minutes après la traite, c'est que le groupe froid est très certainement sous-dimensionné par rapport au volume de lait. Donc voilà, vraiment un point d'attention là-dessus. Et aussi, ce qu'on peut mettre en place, c'est la réalisation de diagnostics spécifiques. Donc généralement, ces diagnostics, ils vont proposer de faire une analyse fine des consommations électriques avec un expert. Donc ils vont regarder les consommations par poste, les écarts en kilowattheure ou les écarts économiques. Certains vont proposer une visite sur l'exploitation avec notamment une caméra thermique pour repérer les déperditions de chaleur et du coup mettre en place un programme de travaux adapté. Et puis après, le technicien fera des préconisations claires sur les actions à mettre en place pour réaliser des économies d'énergie. Donc ici, je vous ai mis des exemples de deux diagnostics qui peuvent être mis en place, donc EconomWatts de ProAgri ou Synovia, mais je vous ai aussi mis un diagnostic de l'IDEL qui s'appelle Self Agri Energy. C'est un diagnostic qui est rapide, qui se fait en moins de 10 minutes et qui est à la main des agriculteurs. Donc c'est ce qui permet surtout d'avoir une estimation de la répartition des postes de consommation selon les équipements et puis selon le système mis en place. Hop. Et puis après, un autre point essentiel et qui est assez facile à mettre en place avant de chercher à faire de gros investissements, c'est tout simplement l'entretien des équipements. Donc on a notamment l'entretien du condenseur, donc vous l'avez vu, un des leviers qui est majoritairement sélectionné. En fait, on estime que l'encrassement du condenseur, ça entraîne une surconsommation du tank de 12 à 25%. Et donc l'économie, elle peut aller de 5 à 25%. Et en fait, pourquoi il y a autant d'effets avec un simple entretien du condenseur? C'est parce que les petites ailettes qui permettent l'échange des calories, elles sont efficaces que lorsqu'elles sont propres et intactes. Donc, on conseille de les nettoyer assez régulièrement, généralement une fois par mois à une fois tous les 3 mois. Et du coup, on a un taux de retour sur investissement qui va être immédiat et qui permet de gagner 7 euros par vache par an. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vraiment facilement mettre en place. Et au même titre, on peut entretenir le chauffe-eau et le récupérateur de chaleur, donc essentiellement des opérations de détartrage, mais qui peuvent faire atteindre presque 30% d'économie sur la consommation du chauffe-eau. Là, les besoins de détartrage, ça va surtout dépendre des régions selon si les eaux sont plus ou moins calcaires.
Ensuite, on va avoir des leviers sur l'aménagement de la laiterie, parce que bah, une laiterie, si on la conçoit bien, bah, on peut réduire la consommation essentiellement du tank. Donc un des leviers, bah, c'est de ventiler la laiterie. Donc une chaleur excessive dans la laiterie va entraîner bah, du coup la surconsommation excessive du tank. Et du coup, il y a des estimations qui ont été faites disant que si on abaisse la température moyenne de la laiterie de 5 degrés, on pourrait réaliser par exemple 18% d'économie d'énergie et ça peut même aller jusqu'à 25%. Globalement, il faut surtout qu'en fait, il y ait un volume d'air suffisant ben, pour que les élèves du groupe froid justement puissent refroidir le temps calé. Et là de même, on est sur un taux de retour sur investissement assez immédiat et qui permet de gagner 2 à 7 euros par vache par an. Ici, je vous présente donc le graphique de l'évolution de la température à l'intérieur de la laiterie et la consommation du tank. Donc, dans le cas, ici, vous avez d'une laiterie non ventilée et ici, dans le cas d'une laiterie ventilée. Et donc, vous avez en vert les phases de fonctionnement du tank. Et en fait, on voit que lorsque la laiterie elle n'est pas ventilée, ben, on a une augmentation de la température, donc entre 2 et 10 degrés selon la durée de refroidissement. Alors qu'à l'inverse, dans le cas d'une laiterie ventilée, ben, le fonctionnement du tank, il n'a aucune incidence sur la température intérieure de la laiterie. Et puis on remarque aussi qu'on a des durées de fonctionnement du tank qui sont beaucoup plus faibles dans le cas d'une laiterie ventilée que d'une laiterie non ventilée. Toujours dans l'aménagement de la laiterie, on peut s'atteler aussi au positionnement des équipements, donc pour une circulation de l'air plus optimale. Donc par exemple la position du condenseur qu'on peut mettre face à une grille de sortie d'air pour évacuer plus facilement ben, l'air chaud que va générer le tank lors de son fonctionnement. Mais aussi on va pouvoir jouer sur le placement du groupe frigorifique, donc soit à l'intérieur de la laiterie, soit à l'extérieur ben, s'il est séparé du tank. Et on peut aussi le mettre à l'extérieur avec la partie du tank, la partie arrière du tank sur l'extérieur. Et là, par exemple, dans le cas d'une ferme de production de 300 000 litres, 300 000 litres de lait par an, on a des gains bah, de 297 euros par an, donc des gains voilà, non négligeables sur ce type d'installation. Et puis après, on va pouvoir jouer aussi sur le bon dimensionnement des équipements, donc des dimensionnements adaptés à la production, bah, par exemple pour ne pas chauffer plus d'eau que nécessaire. On va pouvoir également ajuster les puissances électriques aux besoins de refroidissement, donc ce qui permet de gagner jusqu'à 40% d'économie sur la consommation du tank. Et puis un taux de retour sur investissement non négligeable non plus de 9 euros par vache et par an. Autre solution qu'on peut mettre en place et qui est assez répandue, c'est d'isoler les conduites d'eau chaude et le chauffe-eau, donc ce qui permet d'avoir jusqu'à 12% d'économie d'énergie, puisqu'en fait, bah, selon le constructeur, bah, l'épaisseur et la qualité d'isolant bah, vont pouvoir s'altérer avec le vieillissement, et du coup, l'ajout d'un isolant extérieur va améliorer bah, la résistance thermique du chauffe-eau, et donc le maintien en température de l'eau, bah, ça nécessitera moins d'énergie. Et donc, c'est quelque chose qui a un coût d'investissement assez faible au départ. Donc, on a un taux de retour sur investissement assez faible également de 1 à 2 ans. Et ça permet de gagner environ 2 euros par vache et par an. Et je passe la main à Jeanne. Ouais. Alors la suite, c'est moi qui vais la prendre. En effet, donc au GIE Élevage de Bretagne, on a animé un programme sur les économies d'énergie à la ferme de 2009 à 2023, dans lequel il y avait des actions justement pour tester et regarder quelles étaient les performances des équipements voilà, qu'on pouvait déployer. Donc nous, on s'est concentré donc sur des pré-refroidisseurs et les récupérateurs de chaleur. Donc vous retrouverez ça plus tard aussi dans la fin de la présentation, mais donc on a vraiment toutes les performances et toutes les gammes d'équipements qui ont été testés. Voilà, on a vraiment des fiches très précises là-dessus. Donc une solution qui est pas mal déjà mise en place en élevage, c'est donc les pré-refroidisseurs à plaques ou tubulaires, les pré-refroidisseurs. Donc l'idée, c'est d'avoir un échangeur thermique dans lequel circule à contre-courant donc le lait chaud issu de la traite et dans un circuit adjacent de l'eau froide du coup qui vient du réseau, du forage, etc. Et donc en fait, les calories du lait chaud vont être cédées à l'eau et donc l'eau va être pré-réchauffée et le lait va être déjà refroidi, arrivé dans le tank à lait. Donc il y a deux typologies, donc les à plaques qui sont plutôt réservées dans des exploitations, il y a quand même
beaucoup de lait, hein, souvent c'est des grosses exploitations, on met des préfroidisseurs à plaques, hein, c'est inspiré justement de process industriels. Et puis les préfroidisseurs tubulaires qu'on retrouve pas mal, donc soit tubulaires spiralés ou alors linéaires. Et donc voilà, il faut choisir son matériel en fonction du volume de lait à refroidir. Et les matériels s'adaptent à toutes les configurations de traite. Donc voilà, on peut faire jusqu'à 50% d'économie d'énergie en mettant un pré-refroidisseur. On est aux alentours des 6 000 euros, c'est rarement en dessous. Et je te laisse commenter, Agathe, concernant le certificat d'économie d'énergie. J'ai pas trop de billes là-dessus. Ouais, c'est juste pour dire voilà, que le pré-refroidisseur fait l'objet d'une fiche C2E. Et en fait, le montant C2E, il est estimé selon la production laitière annuelle. Et là, on a mis l'exemple justement dans le cas d'une ferme qui produit 400 000 litres de lait. La prime C2E permet de financer à 2 à 6% du coût total. Donc, ce qui est quand même assez faible. Comme disait Jeanne, on est sur un coût d'installation, donc environ 6 000 euros. Donc voilà, c'est une aide qu'on peut mobiliser. Et du coup, ça ne peut pas, l'achat d'un pré-refroidisseur euh, ne peut pas mobiliser l'enveloppe Fabacé, l'enveloppe des 13 600 dont vous disposez, donc puisqu'il fait l'objet d'une fiche C2E. En revanche, on verra plus tard, c'est qu'il y a des aides de la région qu'on peut mobiliser aussi pour financer cette installation. Tout à fait. Juste pour que vous ayez une idée, en Bretagne, là, dans le programme Éco-énergie lait, on estime là en 2023 qu'il y avait à peu près la moitié des éleveurs bretons qui étaient équipés soit d'un pré-refroidisseur, soit d'un récupérateur de chaleur. Donc c'est quand même une solution qui est déjà bien implantée. Et même dans les programmes d'aide aux investissements, souvent le pré-refroidisseur était obligatoire pour obtenir les aides. C'est plus le cas actuellement, mais ça l'a été. Donc c'est quand même pas mal implémenté déjà dans les élevages. Et donc il y a un retour d'expérience juste après, si tu peux. Donc là, c'est un exemple donc chez un éleveur qui a bénéficié d'une subvention du conseil départemental. Donc on est voilà 75 vaches laitières, 620 000 litres de lait livrés par an. Et donc là, c'est un pré-refroidisseur chariot qui a été installé donc pour une traite avec un débit de 800 litres heure. Donc voilà, c'est comme ça qu'on regarde un peu les capacités et les gammes de pré-refroidisseurs qui existent, hein. C'est en fonction du débit instantané de lait. Et donc voilà, on estime la consommation du tank à lait, hein, c'est 22 kWh par 1000 litres de lait. Donc là, ça faisait pour voilà 620 000 litres de lait, une consommation du tank de 12 mégawattheures par an. Une fois qu'on installe le pré-refroidisseur, hein, on diminue la consommation d'électricité de presque 50%. Et donc, ça représente un gain d'à peu près 1 000 euros par an pour un matériel qui a coûté 6 000 euros, mais qui a été aidé donc, par le conseil départemental, et donc avec un temps de retour assez rapide, hein, sur 4 ans. Et puis quand on calcule les économies générées, hein, on prend justement le prix de l'électricité avec une augmentation de 3% par an. Voilà. Donc voilà pour un exemple. Deuxième solution intéressante, donc le récupérateur de chaleur. Donc c'est un échangeur thermique, hein, qu'on vient disposer sur le bloc froid là, du tank à lait, donc entre le compresseur et le condenseur. Et donc en fait, les calories du lait vont être cédées à cet échangeur thermique, et donc l'eau va être réchauffée puisque le tank à lait va fonctionner pour refroidir le lait. Donc sont habilités seulement en fait, quand l'éleveur n'est pas propriétaire de son tank, il est obligé de faire appel à la laiterie du coup pour installer ce matériel-là, puisque seul le technicien froid en fait de la laiterie peut intervenir sur le circuit de refroidissement du tank, sur le tank. Donc voilà, on peut faire jusqu'à 70-80% d'économie d'énergie en installant ce récupérateur de chaleur. Donc on va avoir une température de l'eau à peu près 50, 55, 60 degrés dans le meilleur des cas. Et donc il sera forcément tout le temps couplé avec un chauffe-eau électrique, puisque pour le nettoyage de l'installation de traite, on demande à ce que l'eau elle soit à 65-70 degrés pour que le nettoyage soit optimal, quoi. Donc en général, l'appoint des chauffe-eau électriques, on demande à ce qu'il soit à 75 degrés, histoire d'avoir au moins 65 degrés dans la tuyauterie pour que le nettoyage soit réalisé de façon optimale.
Coût d'installation, ouais, c'est un peu moins cher que les pré-refroidisseurs. On est entre 3 et 6 000 euros. Et là, dans le cadre de Eco-Énergie Lait, il y a surtout deux modèles de récupérateurs de chaleur qui ont été testés. Souvent, c'est la marque Boumatic et Serap qui reviennent. Voilà, que dire d'autre? Vous comprendrez que justement, quand on installe un récupérateur de chaleur, en fait, ça fonctionne de manière assez antagoniste par rapport à un pré-refroidisseur de lait. Donc, il faut un certain volume de lait pour pouvoir installer les deux matériels dans l'élevage, puisque lorsqu'on met un pré-refroidisseur, on va pré-refroidir le lait, donc le tank va moins tourner, donc il y aura moins de calories récupérées avec le récupérateur. Donc, on estime que au-delà de 500 voire 600 millilitres de lait, et puis en fonction de la configuration de la salle de traite, il faut que voilà la durée de traite se dure voilà une heure et demie. Il y ait suffisamment du coup de temps pour que le tank tourne pour pouvoir récupérer de la chaleur malgré l'installation d'un pré-refroidisseur. Voilà. Donc, faut regarder combien de lait passe, voilà, pour avoir les deux matériels. Et donc un exemple concret, donc en Ille-et-Vilaine cette fois-ci, donc 120 vaches laitières, 800 000 litres de lait livrés par an. Donc là, c'est un Boumatic qui a été installé. Donc l'éleveur avait besoin de 650 litres d'eau chaude chaque jour. En installant un récupérateur de chaleur, il a une eau à 56 degrés. Et donc, il y a un besoin électrique d'énergie par an de 18 mégawattheures. Et en installant le récupérateur, on divise quasiment par 3 cette consommation d'électricité. Donc ça fait un gain par an de quasiment 2000 euros par an. Voilà, un matériel qui est à 5000 euros, une aide du département de 1500 euros et donc un équipement qui est très vite rentabilisé. Sur la durée vie des équipements, par exemple un pré-refroidisseur, c'est quasiment éternel peut-être pas, mais en tout cas les pré-refroidisseurs inox, c'est plus de 20 ans. Là, un récupérateur de chaleur, ça va être à peu près comme un chauffe-eau électrique. Hein. Déjà, 10-15 ans, c'est déjà un âge bien vénérable pour ce genre d'équipement. Et puis, tout va dépendre aussi de la qualité de l'eau derrière. Quoi. Voilà. Oui, troisième équipement, chauffe-eau solaire. Donc, en effet, là, au GIE Élevage, moi aussi, j'anime un programme sur le solaire thermique en élevage. Et on équipe des élevages en vaches laitières et en veaux de boucherie aussi. Donc, on a une convention avec l'ADEME pour animer ce programme-là. Donc, un chauffe-eau solaire, le principe de fonctionnement, c'est qu'on a donc des panneaux solaires thermiques qui sont placés en toiture et à une exposition conseillée au sud. Donc, l'idée, c'est qu'on a un serpentin qui est donc prisonnier dans un bloc en verre, en fait, ou en aluminium, mais donc la surface est en verre, donc ça fait effet de serre. Et donc dans ce circuit qui est en cuivre circule un liquide glycolé et donc qui fait un circuit fermé avec un échangeur thermique qui est immergé dans un ballon. Donc du glycol pour pas que ça gèle en hiver et pour pas que ça s'évapore en été. Et du coup, ce circuit fermé va venir voilà, se réchauffer avec le rayonnement solaire. Et donc, il va transmettre des calories à cet échangeur-là. Et donc, on va avoir une température en bas de ballon, pareil, aux alentours de 60 degrés. Donc, pareil, un chauffe-eau solaire sera toujours couplé avec un chauffe-eau électrique pour pouvoir amener l'eau à la température souhaitée, donc de 75 degrés. Voilà, donc ouais, c'est entre 40 et 60% d'économie d'énergie sur le chauffage de l'eau. Un chauffe-eau solaire, c'est assez cher et les prix ont pas mal augmenté dernièrement. On est souvent ouais, entre 1100 et 1400 euros du mètre carré. Donc en vache laitière, on est surtout sur des installations qui font entre 5 et 15 mètres carrés. Voilà. Et donc c'est vrai que le modèle économique sans les aides de l'ADEME, il n'est pas vraiment valable. Donc il y a une subvention qui est intéressante hein, de l'ADEME. Donc c'est pas une aide ou un pourcentage par rapport à un montant d'investissement, c'est une aide qui est calculée sur les performances en fait de l'installation.
Donc en fonction de la zone géographique, l'aide évolue. Donc elle est moindre dans le sud parce qu'il y a plus de soleil. Et du coup, il y a une petite revalorisation qui est faite dans le nord de la France. Donc en Bretagne, voilà, on se situe à 1 260 € du mégawattheure solaire utile produit. En fait, c'est une aide qui est calculée sur 20 ans, mais en fait, tout est donné au moment de l'installation du chauffe-eau solaire. Et donc, pour les agriculteurs, du coup, qui sont considérés comme des entreprises TPE, PME, l'aide peut aller jusqu'à 65% du montant total de l'investissement. En ce moment, on est plus aux alentours de 50-55% de taux d'aide, voilà, de l'ADEME. Voilà. Et donc un exemple, toujours en Bretagne, donc là dans le Morbihan, donc un élevage avec 150 vaches laitières, une référence de 1,3 million. Là, l'idée pour le chauffe-eau solaire, ça va être vraiment de bien connaître son besoin en eau chaude. Et donc, pour ça, il y a des diagnostics qui existent, notamment lors du contrôle machine à traire. Il y a un bilan net traite qui est réalisé par le CROSIT. Et donc, ça permet donc de savoir quelle est la consommation d'eau chaude que nécessite le nettoyage de l'installation de traite. Donc ça, c'est important de bien connaître ça. Et puis, en fonction, on va pouvoir donc dimensionner l'installation solaire thermique. Donc, vous voyez que là, on est parti sur une installation qui faisait 22 mètres carrés avec un ballon, donc là, on voit pas très bien, mais de plus de 1 000 litres de stockage. Voilà. Et donc là, l'installation, c'était 20 000 €. Donc, ouais, on était un peu moins de 1 000 € du mètre carré. Et donc une subvention ADEME de l'ordre de 13 000 € qui couvrait 65% du taux du coût de l'investissement. Et donc un reste à charge très correct et puis c'est amorti rapidement en 5 ans pour ce projet. Et donc avec l'ADEME, donc on demande systématiquement un contrat de maintenance avec l'installateur. Et puis il y a aussi un suivi à réaliser au moins la première année de mise en service de l'installation pour voir un peu quelles sont les performances de l'installation. Donc là, on voit que dans ce cas précis, l'installation, à partir du mois d'avril, ça commence à être vraiment intéressant et voilà, ça produit bien même jusqu'en septembre. Et donc, en regardant sur la facture d'électricité derrière, on s'aperçoit que à la mise en route du chauffe-eau solaire, il y a eu une diminution de la consommation d'énergie de l'ordre de 50% et donc une baisse de 20% sur la facture de l'exploitation. Hop. Très bien, mais merci Jeanne. Et puis après, un autre type de chauffe-eau qu'on peut mettre en place, c'est le chauffe-eau thermodynamique. Donc lui, son principe, bah, c'est qu'il est constitué d'une pompe à chaleur qui va capter l'énergie de l'air ambiant pour chauffer l'eau, donc jusqu'à environ 55 degrés. Et donc le chauffage complémentaire, il est assuré donc par une résistance thermique. On peut avoir juste de 60 voire 80% d'économie sur la consommation d'électricité liée au chauffage de l'eau. Et là aussi, on est sur des coûts d'installation assez élevés, donc entre 10 et 15 000 €, mais avec un taux de retour sur investissement assez court, donc de 3 à 5 ans, puisque par an, ça permet de gagner environ 14 € par vache et par an. Et c'est un investissement qui, voilà, comme je vous l'ai dit, sous réserve de cohérence avec le projet et de part dans le budget éligible dans l'enveloppe Fabacé. Et il y a aussi, voilà, des financements complémentaires, on le verra après, qui permettent de financer ce type d'équipement. Ensuite, d'autres modalités sur lesquelles on va pouvoir avoir une action, bah, c'est sur le temps de traite, optimiser son temps de traite. Donc ça peut passer par l'organisation de la circulation des animaux qui permet d'avoir jusqu'à 10% d'économie. On peut aller aussi sur l'installation d'un nombre de postes adapté. Alors là, je vous ai mis un exemple, mais par exemple, pour traire 55 vaches, on réaliserait 15% d'économie d'énergie en choisissant un format 8 postes, mais du coup avec une traite qui durerait 1 heure et demie à 2 heures,
plutôt que de choisir un format 12 postes, mais donc avec une traite plus courte de 1 heure à 1h15, puisqu'en fait, ben, entre les deux, on franchit un seuil ben, qui nécessite de passer à une pompe ben, qui est plus puissante et donc qui forcément consomme plus. Autre modalité qu'on peut mettre en place, ben, c'est on peut réduire le train de traite en s'équipant de matériel qui augmente la cadence de traite, donc du décrochage automatique. Donc là, on peut réaliser jusqu'à 10% d'économie d'énergie. Et aussi, on peut jouer sur l'installation de variateurs de débit sur la pompe à vide, donc qui permet de réaliser jusqu'à 60% d'économie sur la consommation de la pompe. Et en fait, le principe du variateur, c'est qu'il va modifier la fréquence du courant apporté au moteur et donc changer la vitesse de rotation puisqu'en fait, ben, la durée de fonctionnement de la pompe, elle dépend de différents facteurs. Donc, il y a déjà l'organisation de l'éleveur au moment de la traite, l'acheminement des vaches en aire d'attente, les pratiques d'hygiène des trayons avant et après la traite, la rapidité avec laquelle les vaches sortent de la salle de traite, etc. Et donc, pour ce type d'installation, on a un coût d'installation estimé entre 2 et 3 000 euros avec un taux de retour sur investissement qu'on va estimer court à moyen de 3 à 5 ans. Et ensuite, sur l'optimisation du temps de traite, un autre levier qui fera d'ailleurs prochainement l'objet d'un levier expérimental sur la plateforme Fabacé, ben, c'est de passer le troupeau en monotraite. Donc ça permettrait de réduire jusqu'à 40%, de faire jusqu'à 40% d'économie d'énergie sur la consommation des équipements, et notamment ben, sur la consommation déjà de la pompe à vide, parce que du coup, on a une traite qui est plus longue et davantage de les pomper, donc on peut aller jusqu'à 30% d'économie. On peut aussi, donc ça va avoir une incidence aussi sur le tank, donc moins 35% de consommation, puisqu'on a des besoins, on a moins de besoins de refroidissement du lait, puisque ben, du coup on n'a qu'une seule arrivée massive de lait plutôt que deux. Et puis une économie aussi au niveau du chauffe-eau, donc de là de l'ordre de moins 50%, parce que du coup on n'a qu'un seul cycle de lavage. Donc la monotraite, elle peut se mettre en place de différentes manières, donc soit de manière ponctuelle, par exemple uniquement le dimanche, ou sur une semaine en cas de besoin. Par exemple, ça se fait beaucoup aussi en période estivale, donc surtout pour économiser sur les stocks de fourrage, et puis d'autres qui peuvent mettre ça tout au long de l'année. Cependant, la monotraite, elle va avoir un effet positif déjà sur le prix du lait, puisqu'on estime qu'il y a une augmentation des taux de matières grasses et de matières protéiques. Une alimentation aussi qui sera moins exigeante et donc un meilleur état d'engraissement des vaches de réforme. Ça permet aussi ben, une diminution de la gestion des vaches, estimée de 5 à 10%, une meilleure fertilité, mais du coup on aura un effet négatif sur les volumes produits, ben, du coup avec une baisse de la consommation laitière estimée entre 5 et 10%. Et souvent cette baisse de la production, elle est compensée ben, par une augmentation des effectifs et une adaptation de la conduite alimentaire ben, pour minimiser cet impact économique. Donc voilà, ça peut aussi engendrer par ailleurs une augmentation des consommations. Et puis aussi, on a une augmentation, un effet sur les taux cellulaires, avec une augmentation d'environ 60 000 cellules par millilitre de lait. Mais ça peut avoir tendance à se tasser après avec le temps. Et du coup, vous verrez en fin de présentation, je vous ai mis dans le contact d'experts le contact de Isabelle Paillet, qui fait partie de la Chambre d'agriculture de Bretagne et qui est experte du sujet. Je crois qu'il y a déjà certains animateurs qui échangent pas mal avec elle. Donc voilà, n'hésitez pas à la solliciter si vous avez des questions sur ce levier, puisque petit point d'attention aussi, c'est que c'est un levier qui doit être intégré finalement dans une réflexion globale sur tout le système d'exploitation. Donc voilà, c'est tout le système qui est à repenser. Et puis enfin, pour terminer sur les leviers qu'on peut mettre en place pour réduire ses consommations, c'est tout simplement de maîtriser son éclairage. Donc dernièrement, dans Jeudi avec ma ferme, il y a un levier qui était ajouté sur remplacer le système d'éclairage par un système plus économe. Et donc, on estime qu'en fait, à intensité lumineuse équivalente, les LED, elles consomment jusqu'à 70% d'énergie en moins par rapport à des ampoules halogènes. Et puis, en plus, elles ont une durée de vie réduite, donc nécessiteront une fréquence de remplacement plus faible. Donc, je vous détaille pas, là, je vous ai mis un tableau comparatif de deux systèmes d'éclairage, mais vous pourrez revenir dessus, soit en consultant le replay du webinaire, soit en regardant le support de la présentation qu'on vous mettra dans la plateforme. Et puis après, on peut aussi mettre une régulation sur l'éclairage par détecteur de présence ou de luminosité.
Donc voilà, donc finalement, on se rend compte que des solutions existent pour diminuer les consommations énergétiques de la salle de traite et finalement, il n'est pas forcément déjà dans un premier lieu nécessaire d'investir pour faire des économies. C'est d'abord cibler ses gros postes de dépenses, et surtout faire entretenir et réviser le matériel. Et puis aussi, on a des solutions qui sont rentables à court, moyen et long terme. Donc, ce qu'on estime à court terme, c'est des taux de retour sur investissement assez immédiats. Donc, c'est notamment dans le cas des entretiens. À moyen terme, on va avoir tout ce qui est pré-refroidisseur, récupérateur, chauffe-eau. C'est des investissements qui, voilà, sont assez onéreux au départ, mais qui font l'objet de pas mal d'aides, qui permet d'avoir des taux de retour sur investissement assez courts. Et puis après, sur du plus long terme, c'est par exemple le cas du chauffe-eau solaire, comme on l'a vu. Mais là aussi, c'est grâce aux aides publiques, on peut avoir des taux de retour sur investissement assez courts. Et puis ensuite, on va parler là des dispositifs d'aide. Donc déjà, il y a des dispositifs d'aide à l'échelle nationale. Donc comme on l'a vu, il y a les fiches C2E pour le pré-refroidisseur et le récupérateur de chaleur. Donc du coup, pour rappel, quand on a une fiche C2E, on ne peut pas mobiliser l'enveloppe Fabacé, puisque Fabacé est un programme C2E. Donc s'il y a déjà une fiche, on ne peut pas mobiliser l'enveloppe. Et puis le chauffe-eau solaire, donc il y a les fonds chaleur de l'ADEME. Là, je rappelle, c'est qu'avec les fonds chaleur de l'ADEME, on ne peut pas, si vous souhaitez mobiliser du moins les fonds chaleur de l'ADEME, vous ne pouvez pas mobiliser l'enveloppe Fabacé puisque les deux ne sont pas complémentaires. Et puis il y a aussi le ministère de l'Agriculture qui a mis en place un dispositif de soutien aux filières agricoles et agroalimentaires. Et donc ça, c'est ce qui permet globalement de garantir un bouclier tarifaire, un plafond, un amortisseur électricité et un guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Et puis, on va avoir des dispositifs d'aide variés, donc à échelle régionale, mais aussi départementale. Donc là, j'ai essayé de vous faire une liste par région, mais sachez que cette liste, elle n'est pas exhaustive, donc c'est bien souvent de consulter les chambres d'agriculture ou autres conseils régionaux, départementaux, donc pour être à jour des aides disponibles. Et donc certaines de ces aides pourront être cumulables avec l'enveloppe Fabacé, mais d'autres non. Donc là, il faut bien être attentif aussi au cahier des charges. Et puis, je vous mets aussi un petit point de vigilance, c'est que certaines aides ont des dates courtes de candidature. Donc là, par exemple, on a le cas en Occitanie de l'aide Passe Petits Investissements dans les exploitations agricoles, dont l'aide se termine la semaine prochaine et qui permet d'investir sur différents équipements. Donc, par exemple, l'éclairage, le chauffe-eau solaire, justement, récupérateur de chaleur, etc. Et c'est le cas aussi, je crois, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc une aide Investir pour mon exploitation d'élevage qui se finit semaine prochaine et qui, pareil, prend dans les dépenses éligibles à beaucoup de dépenses liées à la salle de traite. Donc n'hésitez pas à consulter tous ces aides, donc vous pouvez cliquer et avoir le détail, mais aussi, voilà, regardez bien aussi avec les chambres d'agriculture et autres dispositifs qui peuvent vous aider à savoir les aides liées à ça. Et puis, il y a aussi, si vous cherchez, si vous voulez, vous pouvez aussi mobiliser les fonds de formation Vivea dont disposent vos agriculteurs. Là, c'est essentiellement pour chercher à mieux comprendre les consommations et étudier certains leviers. Bon, je vous laisserai y jeter un œil du coup, mais parmi les formations déjà mises en place dans le cadre de fonds Vivea, il y avait parfois des formations sur les robots de traite, sur la monotraite ou sur les systèmes électriques. Donc voilà, ces différents systèmes qui peuvent être mobilisés voilà, selon les leviers que vous souhaitez sélectionner. Et puis on va passer au temps d'échange questions-réponses. Juste avant ça, je veux vous préciser qu'à la suite du diaporama, donc on vous a mis toutes les ressources là qu'on a mobilisées et qui sont utiles par sujet. Vous aurez aussi les contacts d'experts. Donc vous avez le contact de Jeanne là, qui vous a fait la présentation. Son collègue Loïc. Je vous ai mis également le contact de Pascal Poudins, qui est un animateur de la promo 2 et qui réalise le diagnostic économe-watt de ProAgri. Donc si jamais voilà, vous voulez avoir plus d'infos sur le sujet. Et le contact de Isabelle Paillet, qui est expert en monotraite. Et puis, je vous ai aussi mis des contacts d'animateurs. Donc là, dont certains agriculteurs travaillent ou souhaitent travailler certains sujets. Là, l'objet ici, c'est pas de dire que ce sont des contacts experts, mais c'est surtout de créer des groupes d'échange entre animateurs autour de leviers communs. Donc là, on a par exemple Muriel, qui a certains agriculteurs avec robots de traite. David, qui a des agriculteurs qui sont en réflexion monotraite. Et de même pour Paola. Donc voilà, l'idée, c'est si vous avez des agriculteurs qui souhaitent
travailler par exemple monotraite, robotraite, ben, vous savez que d'autres animateurs ont des agriculteurs qui ont la même problématique et vous pouvez échanger voilà, sur les pratiques qui ont été mises en place ou ce qui souhaitent être mis en place. Voilà, et donc on va pouvoir passer au temps de questions-réponses. Et puis j'invite aussi ben, les animateurs à prendre la parole. On va regarder les questions qui étaient dans le chat. Et puis même si certains d'entre vous se sentent à même de répondre à certaines questions, n'hésitez pas. Alors je vais regarder dans le chat si on a eu des questions. On n'a pas eu de questions. Est-ce que certains d'entre vous veulent, ou alors c'est moi qui suis pas à jour, mais si certains d'entre vous veulent prendre la parole, ont des questions sur divers leviers présentés ou autres. Ah, on a Anaïs, oui, vas-y. Ouais, c'était juste pour au sujet de Vivea, là, tu finissais par ça, pour dire que nous, au CEDAPA, là, on avait fait un dépôt de demande Vivea pour une formation réduire ses consommations d'électricité en lait, et ça n'a pas été retenu. Bon, Vivea est dans un contexte budgétaire un peu serré, là, en cette fin d'année, ils font du tri sur les formations qu'ils financent ou pas, et donc faut savoir que là, pour l'instant, cette thématique-là n'est pas prioritaire pour eux. Voilà. Ok, super, mais merci pour ton retour, Anaïs. Oui, Pascal, elle sera dispo via la plateforme Fabacé. Oui, tout à fait. Donc là, à la suite du webinaire, ben, on vous mettra à la fois le replay et à la fois le support de présentation. Donc vous aurez accès aussi à tous les liens qu'on a mis dans la présentation. Tout sera disponible par la suite là. Oui, Hubert. Alors c'est Cécile, mais Cécile, c'est pardon. Cécile Hubert, pas de souci. Deux petites choses, je réagis par rapport au contexte Vivea. Alors effectivement, alors moi les infos que j'avais, c'est que c'était temporaire, mais j'ai pas eu de nouvelles là depuis 15 jours et c'est un report des formations qui seraient non réglementaires à début 2026. Donc j'ose espérer qu'on pourra refaire des énergies, des formations autour de l'énergie dès janvier. Et non, ma question, moi, c'était par rapport, alors merci beaucoup pour tous les éléments, parce que même si on traite le sujet depuis longtemps, et ben, on en apprend toujours. Et notamment bah, sur la question monotraite, moi, c'est quelque chose, je pense qu'il faudra qu'on puisse explorer, même si je trouve que l'augmentation d'effectifs et le volet sanitaire sont des vrais sujets, j'imagine, mais je serais preneuse de savoir comment les éleveurs réagissent à ces propositions-là. Et non, ma question, c'était sur l'optimisation du temps de traite, avec la proposition de baisser le nombre de postes et donc l'augmentation du temps. Ça, c'est pareil en termes de recevabilité par les éleveurs. Je ne sais pas comment c'est reçu. Et alors, je ne comprends pas la cohérence avec l'augmentation de la cadence et le décrochage automatique. À la fois, on veut allonger le temps de traite, mais on préconise également d'augmenter la cadence. Euh, je veux bien quelques éclairages là-dessus. Merci. Hop, je vais revenir dessus. Oui, alors moi je les voyais un peu plutôt de manière assez dissociée. Donc après, installer un nombre de postes adapté, là, ça va demander aussi de revoir le système dans sa globalité, puisque généralement, voilà, c'est des choses qui sont déjà mises en place et donc ça peut être compliqué de repenser son installation. Mais après, pour ce qui est bah, du décrochage automatique, là oui, ça va être pour diminuer le temps de traite, mais c'est un peu à dissocier parce que là, comment dire, on va regarder sur la consommation de la pompe à vide. Et donc, le fait d'avoir moins de postes, on va avoir moins de consommation. Et donc, après, le fait d'avoir le décrochage automatique, c'est indépendant de ce système-là. Alors peut-être que je ne vois pas le chat en même temps, peut-être que des animateurs ou autres sont plus à même de répondre. Ou Jeanne. Ah non, ok, c'est pour une autre question. Mais je ne sais pas si je réponds bien à la question ou si peut-être Jeanne, tu y connais peut-être plus sur le sujet. Alors non, j'ai pas trop de billes là-dessus. Je suis désolée, non, je saurais vraiment pas argumenter. Non, non, je ne sais pas. Ok, non, pas de souci. Donc deux actions. Ben, moi, je le vois un peu voilà, en dissocié, dans le sens où oui, le décrochage automatique, ben, c'est pour réaliser des économies voilà, en augmentant la cadence et
Mais c'est dissocié pour moi du nombre de postes, quoi, Ok, merci. à confirmer. Et j'ai vu, pardon, qu'on avait une question dans le chat de Chloé Lang. Est-ce que les demandes de subventions complémentaires à l'enveloppe Fabacé pourraient être mutualisées à l'échelle de toutes les structures lauréates? Est-ce que les coordinateurs peuvent nous accompagner pour sur ces dépôts? Je pense que oui. Je ne sais pas si Romain est pardon, la présentation et pourrait Oui, je suis là. intervenir à ce Ouais, sujet. merci Agathe. On va regarder, il faudrait regarder, je pense, concrètement la mutualisation, enfin, de quelles subventions on se parle, si c'est des subventions régionales, est-ce qu'il y a une mutualisation possible à l'intérieur d'une même région? C'est-à-dire que il faut que vous soyez plusieurs sur une même région, il y a peut-être un intérêt à le faire. Enfin, oui, sur le principe, du coup, mais à regarder avec concrètement qui veut quoi, dans quelle région. Et est-ce que les coordinateurs Fabacé peuvent nous accompagner? Oui, donc le but pour nous, c'est de pouvoir vous aider donc, à voir ouais, concrètement avec les besoins. Mm. Ok, merci. Peut-être pour compléter, Niels Struber de AILE pour le pilotage Grand Ouest. Euh, Effectivement, nous, on peut aussi donner un coup de main sur si on sent qu'il y a des demandes qui répondent à beaucoup d'agriculteurs de plusieurs groupes. Là, je prends l'exemple de Atlanson là, pour la partie solaire thermique. Moi, je vais être en lien avec Loïc directement. On va du coup essayer de enfin, organiser un webinaire à destination donc lui qui gère plutôt la partie Bretagne, Pays de la Loire, pour voilà, organiser un webinaire qui euh, conviera tous les animateurs qui veulent travailler sur ce sujet-là. Donc, enfin, la réponse est oui. Si on ressent qu'il y a des besoins de mutualisation, on est toujours preneur voilà, aussi de vos retours sur avoir des choses plus ciblées. Parce que là, on peut dégrossir le trait sur, comme ce qu'a fait Agathe là, sur sa dernière diapo. Mais après, c'est assez dépendant. Voilà, sur le solaire thermique, typiquement, on a bien précisé le besoin, donc on va répondre plus précisément. Mais oui. Oui. Et pour qu'on ait le plus en amont possible une vision assez consolidée de vos besoins, remplissez bien. Je sais que vous êtes pour la plupart dedans ou en cours de finaliser ça, vos rapports d'activité où vous présentez les leviers et vous levez la main pour les besoins que vous auriez, notamment sur les besoins d'aide pour des cofinancements. Mm. Nous, du coup, ça nous donne une vision consolidée, à la fois les pilotes et FEV en national, de toutes les demandes et ça nous permet d'avoir une lecture globale par levier. Donc, ça nous facilite justement grandement les mises en relation, les besoins de mutualisation, etc. Mm. Et ça me fait penser aussi, j'y pense là, pour les deux équipements là qui mobilisent, si vous souhaitez mobiliser les fiches C2E, on est en train de voir au même titre que le passage au banc d'essai moteur, pour faire éventuellement un conventionnement avec Gazelle Énergie. Mais ça sera à étudier donc selon les volumes. Et puis du coup, au même titre que le banc d'essai moteur, si vous souhaitez mobiliser ces fiches, ben, n'engagez surtout pas de travaux ou d'investissements tant que le conventionnement n'est pas fait, sinon il y aura pas de, ça sera compliqué d'obtenir le versement de la prime C2E. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'avais des questions. Du coup, moi je me demandais, est-ce que ben, justement au vu de cette présentation et peut-être de choses que vos agriculteurs avaient prévu de mettre en place, est-ce qu'il y a des leviers qui vous semblent plus pertinents que d'autres à mettre en place d'un point de vue voilà, économie ou même facilité vis-à-vis de la réalité du terrain? Ou même est-ce que voilà, il y a des leviers qui vous posent question ou qui sont vraiment en cours de réflexion? Alors n'hésitez pas à intervenir directement ou à écrire dans le chat si vous voulez. Oui, Anaïs. Moi, pour l'instant, au niveau du CEDAPA, là, en Côte d'Armor, on n'est pas encore expert du sujet. Hein, donc, la première étape, ça va être effectivement, dès qu'on pourra organiser une formation là-dessus pour
prendre un peu plus de temps pour détailler tout ce qui a été présenté aujourd'hui de manière assez rapide. Toutefois, les éleveurs des groupes qu'on anime, j'ai l'impression qu'ils sont partagés plutôt entre pré-refroidisseurs ou récupérateurs de chaleur, un peu comme a présenté Jeanne tout à l'heure, comme c'est pas chaque système va pas forcément dans le même sens. Mais la question qui se pose derrière pour faire ce choix, c'est qu'est-ce que faire de l'eau chaude? Donc, souvent, c'est est-ce qu'on peut la valoriser pour l'eau de boisson de l'élevage, par exemple, de l'eau un peu réchauffée pour donner en abreuvement aux animaux, notamment l'hiver. Donc voilà, il y a une question sur voilà, quel équipement est le plus pertinent aussi pour qu'est-ce qu'on fait de l'eau chaude derrière. Ouais, c'est un vrai sujet, ça, l'eau chaude, hein. Je sais que dans les élevages herbagers, c'est pas forcément évident, parce que du coup, les vaches vont directement au champ. Après, c'est toujours possible d'avoir des abreuvoirs et puis un réseau d'eau qui est fait pour amener l'eau un peu plus loin, quoi. Mais c'est pas forcément évident, ouais, de valoriser toute cette eau-là, sachant qu'il faut quand même un débit d'eau assez important, puisqu'il faut 1,5 voire 2 fois plus d'eau que de lait en fait pour que le refroidissement soit efficace. Donc en effet, ça fait des volumes d'eau assez conséquents à gérer par la suite. Donc ça se réfléchit et puis ça se co-construit aussi avec l'installateur qui viendra, quoi. Ouais, je sais que par exemple pour des systèmes au robot de traite, bon bah l'eau, vu que les vaches à la sortie du robot, souvent elles restent quand même à proximité du bâtiment, c'est des questions qui sont plus faciles à traiter, quoi. En effet. Et moi, j'avais aussi des questions. Est-ce que, du coup, parce qu'il y avait aussi une partie, du coup, peut-être mise en place de sous-compteurs d'énergie, est-ce que c'est des choses que les éleveurs ont vraiment envie de mettre en place, de regarder équipement par équipement, combien, enfin, quelle est la consommation électrique des équipements? Est-ce que c'est des choses que vous avez décidé de mettre en place déjà avec les éleveurs? Euh, ou alors vous basez sur des ratios ou des références qui sont existantes. Justement, il y a un peu un côté un peu expérimental. Est-ce que c'est des choses dont vous avez discuté avec dans les groupes déjà? Niels Truber, donc de ILE, encore une fois. Non, nous, on n'a pas de groupe en direct, on suit le pilotage donc, pour les régions du Grand Ouest. Et du coup, effectivement, c'est des mesures qui ont été choisies par beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de groupes d'équiper, euh, de acheter des sous-compteurs pour mieux caractériser les consommations. Bon, là-dessus, comment on a eu sur certains groupes des besoins qui ont été remontés sur comment après analyser ces sous-comptages. Après, je pense que ça va aussi dépendre de la technicité, soit des exploitants, soit des animateurs qui les accompagnent là-dessus. Mais moi aussi, ça me pose question. Enfin, nous, je travaille aussi sur la filière méthanisation et c'est le sous-comptage électrique sur ces unités-là. C'est mis en charge. Enfin, c'est mis en place dans la filière, mais après l'analyse de ces sous-comptages et l'interprétation et la rédaction d'un plan d'action, je trouve ça pas hyper évident. Donc, je sais pas, Jeanne, si toi tu les accompagnes, enfin, et si tu penses que ça peut être euh, conduit par les groupes sans forcément apport extérieur, enfin, est-ce que c'est des choses qui se prennent en main assez facilement ou il faut forcément un animateur, un prestataire externe qui intervient? Je sais pas ce que tu en penses. Ben, nous, c'est vrai qu'on a enfin, on a fait face à ce problème, en tout cas cette problématique-là. En fait, là, les références qu'a présenté Agathe, les références aussi que j'ai présentées, ça a fait l'objet de travaux préliminaires, donc notamment avec des relevés INOSIS, IDEL. Il y a eu aussi un grand rapport qui date de 2007 hein, sur justement ces consommations d'énergie à la ferme, enfin en tout cas en ruminant. Et là, on a donc un nouveau projet qui va se terminer là, qui s'appelle URE 2030. Donc URE, c'est pour utilisation rationnelle de l'énergie, où justement on a cherché à caractériser les consommations d'énergie, mais des nouveaux équipements qui arrivent dans les élevages
donc notamment tout ce qui est robots de traite, parce qu'on a très peu de références finalement, tout ce qui est robots aspirateurs de lisier, robots repousse-fourrage, les dalles, les DAC, etc. Donc en fait, on a instrumenté plusieurs fermes, donc c'est Bretagne, Pays de la Loire, justement pour savoir quelles étaient les consommations. Et donc on a utilisé des compteurs d'énergie, donc c'est des Shelly qu'on a mis en place. Donc après, bon, on a du coup rédigé tout un protocole qu'on pourra vous partager en fonction de ce que vous voulez instrumenter. Donc il y a, enfin voilà, déjà de base, il faut savoir si c'est des compteurs triphasés, monophasés, s'ils sont branchés sur prise ou s'ils sont branchés sur armoire électrique, etc. Il n'y a pas besoin d'habilitation électrique pour poser ces compteurs-là. C'est des compteurs qui sont assez bon marché. Et derrière, il y a une plateforme justement qui permet de collecter les données et de faire des extractions. Et par contre, après, pour analyser ces données, ben si, je pense qu'il faudra quand même quelqu'un, soit l'animateur du groupe ou quelqu'un qui puisse retraduire ces références-là, ces relevés-là. Après, c'est pas très compliqué, hein, mais voilà, il faut quand même se prévoir du temps pour faire ça, quoi. Et bien caractériser chaque instrumentation. Et puis, par exemple, toujours dans le cadre du projet URE, on s'est rendu compte qu'en effet, hein, c'est ce que tu disais, Agathe, quand le groupe froid est placé en extérieur par rapport à un groupe froid dans une laiterie très peu ventilée, il y avait vraiment des sacrées différences de consommation d'énergie. Donc ça, c'est assez intéressant comme résultat. Voilà, par exemple aussi, on a vu, donc on a instrumenté un tapis d'alimentation. Donc pareil, il y avait au cours du mois de grosses variations. Enfin, en fait, on s'est rendu compte que le tapis d'alimentation lorsqu'il était en veille, parce qu'il fonctionne qu'une fois dans la journée, en fait, il y avait le talon de consommation, en fait, était très très important. Donc, l'appareil était en veille, il consommait. Et en fait, l'éleveur, il a débranché le tapis, puis il l'a rebranché juste une fois dans la journée. Et du coup, on a divisé par 5 la consommation, enfin peut-être pas par 5, j'exagère, mais de 50% la consommation du tapis. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont assez surprenantes. Et en effet, ça pourrait être intéressant de mettre ces solutions-là en élevage, en tout cas pour les groupes d'éleveurs qui sont motivés, et notamment le passage à la monotraite dont tu parlais. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc nous, on peut proposer des solutions avec un protocole pour mettre en place ça dans les élevages, quoi. Et là, on a bien tout listé, les matériels, le prix des matériels. On a fait des schémas aussi pour montrer comment les disposer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra partager. Et du coup, encore Niels Truber, je continue dans ma question et j'ai perdu ma question. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs enveloppes de plusieurs groupes qui voudraient mobiliser donc, l'achat de ces sous-compteurs. Euh, donc, j'imagine qu'il y a un intérêt de au moins faire des relevés au moins 2 fois par an, enfin, en fonction des saisonnalités de certains appareils, sur je sais pas, la présence plus ou moins importante de l'élevage en bâtiment ou les besoins en thermie qui différencient en fonction de la température extérieure. Mais il y a aussi, j'imagine, beaucoup de cycles qui sont globalement similaires sur l'année. Et du coup, est-ce qu'il y a possibilité, je ne sais pas, dans vos protocoles, d'échange de sous-compteurs, dire on achète de X sous-compteurs qui peuvent circuler sur 3 à 5 fermes. Enfin, ça pourrait aussi permettre de mieux mobiliser les enveloppes, sachant que du coup, il y a même des groupes de plusieurs d'une même structure qui achètent pas mal de sous-compteurs. Donc, je ne sais pas si c'est Ce imaginaire. serait d'échanger les compteurs entre fermes et pour à voir. Après, je sais pas combien de temps dure le projet, c'est sur 3 ans, donc enfin à voir, pourquoi pas. C'est facilement, c'est des compteurs qui sont facilement, on peut facilement les enlever et les replacer, etc. Je pense que ça c'est possible à faire, oui, Ok. si c'est ça la question. Dans vos protocoles, vous, c'était des compteurs qui étaient en place sur une Ah durée. oui, ben nous, dans le cadre de URE, là oui, on les a. En fait, l'idée c'est en plus, on les a achetés et donc au bout, en fait, on a fait des espèces de contrats aux éleveurs hein, parce qu'on utilise leurs données. Mhm. Ensuite, l'idée, c'est de rebasculer ces données dans une plateforme
collective en fait et d'avoir en instantané, en tout cas, les consommations des différents équipements des différentes fermes. Et il y aura même un profil public qui sera bon, ça c'est vraiment la version l'aboutissement de tout le projet. On n'en est pas encore là parce qu'il faut qu'on crée la. En fait, il y a une plateforme Shelly où on peut récupérer les données et regarder à la ferme et puis voir plusieurs fermes. Ça, c'est vraiment le technicien, on va dire, qui a ces vues-là. Et après, ces données-là sont rapatriées dans une autre plateforme. Et là où on intègre aussi les autres filières, parce qu'il y a les ruminants, mais il y a aussi la volaille, les porcs. Donc voilà, ça, c'est la dimension un peu plus globale du projet. Mais donc, on a fait passer des contrats avec les éleveurs, donc comme quoi donc l'URE a financé l'achat et la pose des compteurs. Et en fait, au bout de 3 ans, les éleveurs deviennent propriétaires des compteurs. Et en fait, on va pas aller les enlever, quoi. Ils restent là et ils tournent, et puis on regarde ça sur plusieurs années. Après, dans le cadre de Fabacé, bah, peut-être qu'il faudrait prévoir, alors je sais pas s'il faut aller jusqu'à faire des contrats entre les éleveurs avec les matériels, etc. Mais après, oui, libre à vous, j'imagine, de disposer des compteurs comme vous l'entendez en fonction des expérimentations que vous voulez mettre en place. Ça, c'est pas un problème. On peut les enlever, les débrancher, les remettre, quoi. Mais ça s'organise, j'imagine. Merci pour ces éléments de réponse. Je vois qu'il est 13h02. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? J'ai l'impression que ça a été clair, du coup. Bon, ben, j'espère, en tout cas, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et oui, effectivement, peut-être que je vois la remarque de Jean-Claude que la promo 1 a déjà établi ses plans d'action. Et donc, effectivement, ça aurait été utile plus en amont. Mais bon, comment dire? Voilà, pour la promo 1, là, on a étudié en fait en fonction des besoins, des remontées qu'il y a sur les différents leviers. Et voilà, on espère que c'est pas bloquant, du moins pour certaines mises en place. Voilà, ben, Juliana, je sais pas si tu voulais intervenir pour la fin du webinaire. Non, c'est bon? Très bien. Oui, les remarques de Marion. Les projets d'économie, oui, ils peuvent être actualisés, même pour la promo 1, ils peuvent encore être mis à jour, d'autant qu'on a des nouveaux leviers aussi qui sont ajoutés progressivement. Donc on va communiquer là-dessus, mais il y a déjà eu quelques nouveaux leviers dans Jeudi avec ma ferme. Et comme je vous l'ai dit aussi prochainement sur la plateforme, on va rajouter un levier expérimental monotraite. Donc les projets d'économie d'énergie peuvent être encore modifiés. Voilà, et puis bah, si on n'a pas d'autres questions, et ben merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Encore merci à Jeanne pour son intervention. Et puis on vous dira à bientôt, on vous communiquera pour le prochain webinaire qui aura lieu en décembre ou en janvier. Voilà. Merci Ben, beaucoup. Bonne fin de journée. merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.